Merci beaucoup à la commission du congrès infirmier de m'inviter une nouvelle fois pour parler de remplissage vasculaire, à travers cette fois la question comment apprécier la réponse au remplissage vasculaire. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt. La question du remplissage vasculaire, évidemment, elle se pose chez tout patient qui présente un état de choc et donc chez tout patient qui présente des signes cliniques, hypotension artérielle, tachycardie, marbrure, oligurie, anurie, et puis des signes biologiques tels qu'une insuffisance rénale et une hyperlactatémie. Il faut bien avouer que souvent, la question du remplissage vasculaire, elle se résume à faire un remplissage vasculaire et à regarder l'effet de ce remplissage vasculaire sur la pression artérielle moyenne, la pression artérielle systolique, ou éventuellement la pression pulsée, c'est-à-dire la différentielle entre la diastolique et la systolique. Cette démarche qui consiste à remplir et à regarder ce que ça fait sur la pression artérielle, c'est une démarche qui est en fait tout à fait insuffisante, et pour plusieurs raisons. La première, ça vous le verrez dans le topo suivant, c'est que le premier objectif du remplissage vasculaire, c'est d'augmenter le débit cardiaque, et non la pression artérielle. Et on sait que la pression artérielle, ce n'est pas un bon reflet du débit cardiaque. Regardez les résultats de cette étude qui avait été menée à Bicêtre par Xavier Monet. On faisait un remplissage vasculaire aux patients et on regardait les modifications de pression artérielle et les modifications de débit cardiaque. Et vous avez là le lien entre les modifications de débit cardiaque et les modifications de pression artérielle pulsée. Il y a un lien, certes, entre les deux. Mais si on considère que les patients qui répondent au remplissage vasculaire, ce sont les patients qui augmentent de plus de 15%, par exemple, leur débit cardiaque. Ces patients, ils sont à droite de cette ligne rouge. Eh bien, vous voyez qu'il y a des patients qui augmentent effectivement leur pression artérielle pulsée lorsqu'ils augmentent leur débit cardiaque, lorsqu'ils sont répondeurs, mais il y a des patients qui n'augmentent pas leur pression pulsée en augmentant leur débit cardiaque. Ce qui veut dire que les modifications de pression artérielle pulsée, de pression systolique ou de pression moyenne ont une mauvaise valeur prédictive négative, ce qui signifie qu'un patient donné peut ne pas voir augmenter sa pression artérielle après un remplissage vasculaire, alors qu'il a en fait répondu au remplissage vasculaire, qu'il a augmenté son débit cardiaque. C'est une démarche insuffisante aussi parce que les critères cliniques et les critères biologiques ne permettent pas de prédire une réponse au remplissage vasculaire, parce qu'ils peuvent justifier un remplissage vasculaire, mais ils peuvent justifier aussi un besoin en catécholamine, noradrénaline, dobutamine, par exemple. Et si on regarde un petit peu cette étude, elle reprenait 12 études de patients chez qui un remplissage vasculaire était réalisé. Ces patients avaient un remplissage vasculaire parce qu'ils avaient des signes cliniques de choc. Il y avait 334 patients, et on voyait qu'au final, seulement un patient sur deux répondait au remplissage vasculaire alors qu'il avait des signes cliniques de choc. Et on peut donc reprendre les conclusions de ces recommandations d'experts qui ont maintenant 10 ans, qui disaient « Le remplissage vasculaire guidé par les seuls signes cliniques et biologiques n'entraîne une augmentation du débit cardiaque que chez un patient sur deux. Et en raison des risques du remplissage vasculaire, il faut utiliser des indices prédictifs, des indices qui vont nous permettre de prédire que le remplissage vasculaire sera efficace. » Donc finalement, la question, ce n'est pas comment apprécier le remplissage vasculaire. Il faut comprendre que la question, c'est comment prédire la réponse au remplissage vasculaire. Alors, historiquement, prédire la réponse au remplissage vasculaire, c'était utiliser ce qu'on appelle des indices, qu'on appelait des indices statiques. Certains s'en souviennent peut-être. La pression veineuse centrale, qu'on mesurait avec un cathéter veineux central. La pression artérielle pulmonaire d'occlusion, qu'on mesurait avec un cathéter artériel pulmonaire, avec l'idée que des valeurs basses de PVC ou de PAPO suggéraient un besoin en remplissage vasculaire. Et quand on regarde les recommandations d'il y a une dizaine d'années, des grandes recommandations internationales, on voyait qu'effectivement, l'objectif était de remplir lorsque la PVC était à moins de 8 mm de mercure ou lorsque la PAPO était à moins de 12 mm de mercure. Néanmoins, on avait mené cette étude à Bicêtre où on regardait les valeurs de PVC et de PAPO avant remplissage vasculaire. Et qu'est-ce qu'on observait? Vous avez les patients répondeurs, les patients non répondeurs. Regardez les résultats de PVC. Eh bien, on voyait qu'effectivement, des patients répondeurs avaient des PVC basses avant remplissage vasculaire, mais ils pouvaient aussi avoir des PVC hautes avant remplissage vasculaire. Et puis, des patients non répondeurs pouvaient aussi avoir des PVC basses avant remplissage vasculaire, alors qu'ils ne vont pas répondre au remplissage vasculaire. Et c'est le même genre de résultat qu'on observait avec la PAPO.
Donc une valeur donnée de PVC ou de PAPO, on le sait assez bien maintenant, ne permet pas de prédire la réponse au remplissage vasculaire. On doit utiliser d'autres indices que ces indices statiques, on doit utiliser des indices dynamiques. C'est un message important et c'est un message qui n'est pas encore tout à fait bien passé. Si on regarde les recommandations, qui sont des recommandations importantes, des recommandations internationales de la Surviving Sepsis Campaign, ces recommandations qui sont récentes, eh bien, mettaient dos à dos indice statique et indice dynamique, disant qu'on pouvait faire l'un ou l'autre. Pourtant, les résultats qui ont été montrés dans plusieurs études prouvent qu'on ne peut plus utiliser les indices statiques. C'est des conclusions qui apparaissaient depuis 2004 déjà dans des recommandations françaises, en 2005 dans des recommandations françaises, et puis tout récemment, l'année dernière, des recommandations européennes ont bien spécifié qu'il ne fallait plus utiliser PVC et PAPO, mais qu'il fallait utiliser ces indices dynamiques. Alors ces indices dynamiques, pour les comprendre, il faut comprendre un concept qui est le concept de précharge dépendance. Et pour comprendre la précharge dépendance, il faut bien se souvenir de ce qu'est la précharge. Alors je vais vous expliquer ce qu'est la précharge. Vous avez là une schématisation de la circulation cardio-pulmonaire. L'oreillette droite, l'oreillette gauche, le ventricule droit, pardon, la circulation pulmonaire, l'oreillette gauche, le ventricule gauche et l'aorte. La précharge, c'est le retour veineux au cœur, c'est-à-dire c'est cette quantité de sang qui à chaque cycle revient au cœur. Et donc la précharge, c'est la quantité de sang qui va traverser les cavités cardiaques, qui va traverser la circulation pulmonaire et qui va produire une éjection cardiaque. Tout ça pour dire que quand un patient est hypovolémique, son retour veineux au cœur est abaissé et donc on comprend évidemment que l'éjection cardiaque est abaissée. Tandis que le remplissage vasculaire, il a pour but d'augmenter cette précharge et augmentant cette précharge, d'augmenter l'éjection cardiaque. Alors, si augmenter la précharge permettait d'augmenter l'éjection cardiaque à tous les coups, ce serait très simple. Il suffirait de faire du remplissage vasculaire à chaque fois qu'on veut augmenter l'éjection cardiaque. Ce qu'on sait cependant, c'est qu'un remplissage vasculaire, ça ne s'accompagne pas toujours d'une augmentation de l'éjection cardiaque. Si la précharge, regardez le lien entre la précharge et l'éjection cardiaque. Si ce lien entre précharge et éjection cardiaque, il était linéaire, à chaque fois qu'on augmente la précharge en faisant un remplissage, on augmente l'éjection cardiaque. Mais en fait, la relation physiologique qui lie précharge et éjection cardiaque, c'est une relation comme ça, curvilinéaire, c'est ce qu'on appelle la relation de Frank et Starling. Et elle montre bien que dans certaines situations, une augmentation de la précharge entraîne une augmentation de l'éjection cardiaque, mais que dans d'autres cas, une augmentation de la précharge par un remplissage va entraîner une augmentation non significative de l'éjection cardiaque. Il y a donc différents types de patients, ceux qui travaillent sur cette portion ascendante de la courbe de Frank-Starling et ceux dont le cœur travaille sur cette portion plate de la courbe de Frank-Starling. Les premiers sont dits répondeurs, les seconds sont non répondeurs au remplissage vasculaire. Donc utiliser un indice dynamique, c'est quoi? Eh bien, c'est réaliser quelque chose, une manœuvre, un test, qui augmente la précharge, mais qui ne soit pas un remplissage vasculaire, et regarder l'effet de cette manœuvre sur l'éjection cardiaque. S'il y a un effet sur l'éjection cardiaque, on est en face d'un patient qui est répondeur, sinon un patient qui est non répondeur. Donc un indice dynamique, ça permet de prédire qu'un remplissage vasculaire pourra à son tour être efficace. Alors c'est quoi ces indices dynamiques? Eh bien, le plus simple à comprendre, et assez simple à réaliser, c'est le lever de jambe passif. Le lever de jambe passif, eh bien, ça consiste à incliner le lit d'un patient qui est en position demi-assise de 45 degrés. Et inclinant le lit de 45 degrés, eh bien, on va produire une mobilisation d'une quantité de sang qui est dans la circulation abdominale vers le cœur et d'une quantité de sang qui est dans les jambes vers le cœur. C'est donc en quelque sorte un auto-remplissage vasculaire, mais ce n'est pas un remplissage vasculaire. Ça permet d'évaluer la précharge dépendance sans faire de remplissage vasculaire. C'est réversible, ça va nous permettre de prédire la réponse au remplissage vasculaire si on couple cette manœuvre à une mesure du débit cardiaque. On va essayer de voir si l'éjection cardiaque augmente. Donc on fait ce lever de jambe passif et on regarde si l'éjection cardiaque augmente. Il y a plusieurs façons de regarder si l'éjection cardiaque augmente. On peut regarder ça en échographie cardiaque. On peut le regarder avec un Doppler œsophagien. On peut regarder avec un moniteur de débit cardiaque. Donc je le répète, on fait un lever de jambe passif et en même temps, on regarde l'éjection cardiaque avec
en échographie cardiaque ou avec un Doppler œsophagien ou avec un moniteur de débit cardiaque. À côté du lever de jambe passif, il y a un test qui est le test d'occlusion expiratoire ou la pause expiratoire. Ce test, évidemment, vous avez compris, se fait uniquement chez les patients qui sont intubés, qui sont en ventilation mécanique. Alors, c'est quoi le principe de cette pause expiratoire? Quand un patient est en ventilation mécanique, en pression positive, eh bien, à chaque cycle respiratoire, à chaque insufflation, la pression dans le thorax augmente, et cette pression augmentant, le retour veineux va, à chaque insufflation, être interrompu. Et donc, cette interruption cyclique du retour veineux va diminuer l'éjection cardiaque. En faisant une pause expiratoire, on arrête cette interruption cyclique du retour veineux et on va donc en quelque sorte augmenter le retour veineux au cœur. On va augmenter le retour veineux au cœur, ça veut dire qu'on va augmenter la précharge. On va donc, sans faire de remplissage, faire un test qui augmente la précharge et on va regarder, une fois de plus, si l'éjection cardiaque augmente. Alors avec Xavier Monet, on avait fait cette étude à Bicêtre et on avait regardé l'effet de cette pause expiratoire sur le débit cardiaque et on voyait que les patients qui étaient répondeurs augmentaient leur débit cardiaque de manière significativement plus importante que les patients non répondeurs au remplissage vasculaire. Et puis, on avait également montré que simplement la pression artérielle pulsée, le simple fait d'avoir un cathéter artériel et de mesurer la pression pulsée permettait aussi de prédire la réponse au remplissage vasculaire. En faisant cette pause, les patients qui étaient répondeurs augmentaient plus leur pression pulsée que les patients non répondeurs. Pourquoi la pression pulsée? Parce que je vous l'ai dit au début, le débit cardiaque n'est pas... il y a un lien qui est entre le débit cardiaque et la pression pulsée. Ce lien n'est pas parfait, mais ce lien était dans ces conditions suffisantes. Le débit cardiaque, c'est bien l'éjection cardiaque, ce qui va permettre à la pression de monter de sa valeur diastolique à sa valeur systolique. À côté de ce deuxième test, on en a un troisième, qui est un test assez connu, qui est delta pp, la variabilité respiratoire de la pression pulsée. Ça se fait évidemment encore chez un patient intubé en ventilation mécanique. Et là, on utilise le fait que quand un patient est sous ventilation mécanique en pression positive, eh bien, il va y avoir de manière cyclique une diminution du retour veineux au cœur, une variation cyclique de la précharge. Si cette variation cyclique de la précharge ne s'accompagne pas de grandes variations de l'éjection cardiaque, le patient n'est pas répondeur. S'accompagne de grandes variations de l'éjection cardiaque, le patient est répondeur. On peut regarder l'éjection cardiaque, mais on peut regarder aussi la pression pulsée. Et donc, il avait été montré que la pression pulsée, lorsqu'elle variait beaucoup, indiquait que le patient était répondeur, alors que quand cette pression pulsée variait peu, le patient était donc non répondeur. Le delta pp, ça peut se calculer manuellement, de manière très simple, mais de manière encore plus simple encore. Eh bien, le calcul se fait souvent automatiquement sur les moniteurs et affiche en temps réel delta pp. La première étude avait montré que si on a un delta pp supérieur à 13%, les patients seront répondeurs au remplissage vasculaire. Il y a eu depuis beaucoup d'études qui ont montré que la valeur seuil n'était pas forcément 13%, mais était proche de 13%. L'inconvénient, finalement, c'est que delta pp n'est pas toujours, peut-être même pas souvent utilisable. D'abord, il y a ce qu'on appelle une zone grise. J'ai essayé de vous montrer ce que c'est. Regardez cette étude. Dans cette étude, les auteurs regardaient le delta pp avant remplissage et les changements de volume cardiaque induits par le remplissage. On voit bien, vous avez au-dessus de cette ligne les répondeurs, en dessous de cette ligne les patients qui sont non répondeurs. On voit bien que les patients qui ont un delta pp inférieur à 9% sont essentiellement des patients non répondeurs au remplissage. On voit bien que les patients qui ont un delta pp supérieur à 13% sont des patients qui sont essentiellement répondeurs au remplissage. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'entre 9 et 13%, eh bien, il y a quasiment autant de répondeurs que de non-répondeurs. Donc dans cette zone, il est difficile de conclure entre 9 et 13%. Si ce n'est pas utilisable, delta pp, c'est parce que ce n'est pas non plus utilisable chez les patients arythmiques, qui est une condition fréquente en réanimation. Ce n'est pas utilisable chez les patients qui ont des mouvements respiratoires spontanés. Et vous savez que les patients sont de moins en moins sédatés et en ventilation mécanique ont de plus en plus de mouvements respiratoires spontanés. Et ce n'est pas utilisable non plus quand on utilise des volumes courants bas, de moins de 7 ml par kilo. Et vous savez qu'on utilise de plus en plus de volumes courants bas, notamment dans le SDRA. On utilise des volumes courants aux alentours de 6 ml par kilo.
Donc on peut utiliser delta pp, mais on peut utiliser la variation respiratoire d'autres signaux. Il y a plein d'autres signaux qui ont été testés. Le volume d'éjection systolique, la variabilité du pic de vélocité aortique, du diamètre de la veine cave inférieure, du signal de plétismographie. Ça paraît très intéressant parce que c'est très simple, hein, c'est le signal de saturation. Regardez dans cette étude, vous avez un signal artériel, un signal de plétismographie, et on voit que la variabilité respiratoire des deux signaux était très comparable, et une variabilité de plus de 15% du signal de plétismographie permettait de prédire la réponse au remplissage vasculaire. Alors il y a certes beaucoup d'études qui ont montré des résultats similaires, 10 études ici, mais Xavier Monet avait également mené cette étude à Bicêtre, qui montrait que chez 17% des patients, la variabilité, elle n'était pas mesurable, et quand elle était mesurable, elle ne permettait pas de prédire la précharge dépendance. Pourquoi? Peut-être parce que ce sont des patients qui recevaient de la noradrénaline, donc un vasoconstricteur qui peut-être gêne la mesure de la variabilité de ce signal. Or, beaucoup de patients en réanimation reçoivent un traitement de type noradrénaline. Alors finalement, pour terminer, ce qu'il y a plus simple, et plus simple, ça pourrait être ce qu'on appelle le mini fluid challenge. On l'a dit au début, le principe du fluid challenge, c'est quoi? C'est d'administrer un remplissage vasculaire, de voir l'efficacité de ce remplissage vasculaire, mais ce n'est pas un test thérapeutique, hein, on l'a dit d'emblée, c'est un vrai traitement, et on a vu au départ que c'est efficace finalement une fois sur deux. Donc c'est potentiellement risqué si on le répète. Vous avez là les résultats d'une analyse multivariée qui montrait quels étaient les facteurs liés à la mortalité chez les patients en réanimation, et la balance hydrique jouait un rôle. Donc il y a un rôle pronostique de la balance hydrique. Et vous avez là une étude qui vous sera certainement remontrée, qui montrait que lorsqu'on avait une attitude restrictive de remplissage vasculaire, les patients avaient été ventilés moins longtemps. Et donc toutes ces études incitaient à penser qu'il faut limiter l'administration liquidienne, et notamment le remplissage vasculaire. Donc les conclusions de cette étude ont abouti au principe du mini fluid challenge, qui est de dire on peut peut-être administrer un remplissage vasculaire en petite quantité, suffisamment peu importante pour que ça ne soit pas délétère, pour ne pas nuire, mais suffisamment important pour tester la courbe de Frank-Starling. Alors on peut craindre effectivement que ce soit difficile, parce qu'on comprend bien qu'avec un vrai remplissage vasculaire, on va bien tester la courbe de Frank-Starling, alors qu'avec un mini remplissage vasculaire, on va tester une portion plus réduite de la courbe de Frank-Starling. Il y a une étude qui a montré que c'était néanmoins faisable, une étude menée par Jean-Yves Lefranc. Il faisait un remplissage vasculaire avec seulement 100 ml d'hydroxyéthylamidon, et il regardait l'évolution du débit cardiaque par échographie en mesurant l'intégrale temps vitesse. Bon. Ce qu'ils ont montré, c'est qu'effectivement, ce test, qui utilisait un mini remplissage vasculaire, un mini fluid challenge, permettait de différencier les répondeurs et les non-répondeurs. On peut néanmoins observer qu'il y a une zone grise, là aussi, donc de patients qui, entre 10 et 20% d'augmentation de leur éjection cardiaque, peuvent être soit répondeurs, soit non-répondeurs. Et puis cette étude ne permettait pas de bien déterminer les conséquences de ce petit remplissage vasculaire, et notamment chez les non-répondeurs. Et dans cette étude, un patient sur deux était non-répondeur. Donc en conclusion, en présence de signes de choc, de signes cliniques ou de signes biologiques de choc, doit se poser la question du remplissage vasculaire. Et cette question, elle repose, on l'a vu, toujours sur la recherche d'une précharge dépendance. La recherche d'une précharge dépendance chez un patient qui est en ventilation spontanée, ou chez un patient qui est en ventilation mécanique mais avec des mouvements respiratoires spontanés, chez un patient qui est arythmique, chez un patient qui a un volume courant bas, elle peut se faire en faisant un lever de jambe passif, en faisant une pause expiratoire et peut-être un mini fluid challenge. Chez les autres patients, on peut utiliser par exemple delta pp, mais on peut continuer à utiliser le lever de jambe passif, le test d'occlusion expiratoire et peut-être le mini fluid challenge. À partir de cela, on peut se poser la question de que faire au début. Que faire lorsque le patient est à la phase préhospitalière, lorsqu'il est aux urgences, lorsqu'il arrive en réanimation et qu'il n'a pas de monitorage, et notamment du débit cardiaque. La réponse finalement au cours du choc septique, elle est assez simple, puisqu'à la phase précoce du choc septique, les patients ne sont pas monitorés, mais l'hypovolémie est obligatoire à cette phase, et on peut reprendre les conclusions
de ce consensus phare SRLF qui disait qu'à la phase initiale, le remplissage vasculaire doit être systématique. Il ne faut pas chercher d'indices prédictifs à cette phase. Et c'est confirmé par le texte que je vous ai montré au début de la Surviving Sepsis Campaign qui, effectivement, aboutissait à la même conclusion. Donc, au début, eh bien, on commence le remplissage. Et puis, quand arrêter le remplissage? Eh bien, certainement lorsqu'on n'observe plus de précharge dépendance à travers les différents textes que je vous ai montrés, et peut-être aussi lorsque l'atteinte respiratoire est très importante, très grave, en se basant sur le rapport P sur F, peut-être l'eau pulmonaire, mais ce sera certainement le sujet qui va suivre. Je vous remercie.